Menton, il doit être sur notre gauche. Vu du ciel, on n'a pas les mêmes repères. Hein. On peut pas... Ah, regarde, il est juste derrière nous, derrière ton épaule, là. Ouais, je le vois, je vais faire un tour. Ok. Aux commandes de cet avion, Jacques Maria. Il survole aujourd'hui les châteaux de Savoie avec Cédric Brunier, un historien de la région. Le château de Menton, c'est vraiment l'un des emblèmes des Pays de Savoie. Pourquoi? Parce qu'il a un aspect vraiment très féerique. C'est vraiment un château historique extraordinaire, puisqu'il est associé à la prestigieuse famille de Menton, une famille très très ancienne dans les Pays de Savoie, qui a toujours été très très proche du pouvoir, très proche des comtes et ducs de Savoie. Et le château de Menton reste attaché au souvenir d'un homme très important chez nous ici dans les Alpes. C'est Saint Bernard des Alpes. Saint Bernard des Alpes, c'est le patron des montagnards. C'est lui qui a sécurisé les grands cols des Alpes qui portent aujourd'hui son nom, le Grand Saint-Bernard et le Petit Saint-Bernard. Et c'est de Saint-Bernard que dérive évidemment le nom de la fameuse race de chiens, sauveteur des Alpes, bien sûr. La famille de Menton a pendant toute son histoire été liée à une très puissante dynastie de la région, les ducs de Savoie. En contrôlant les vallées et les cols des Alpes, ces seigneurs locaux ont bâti et unifié la Savoie pendant 600 ans. Un État indépendant au cœur de l'Europe qui s'étendait jusqu'à Turin en Italie. Surnommés les portiers des Alpes, les ducs ont assis leur pouvoir en surveillant les voies de communication entre la France, l'Italie et la Suisse. À 20 km de Chambéry, leur ancienne capitale, les tours de Chignin dominaient la vallée de l'Isère. Au nord du lac du Bourget, le château fort de Montrottier et son donjon de 30 mètres veillaient sur la route entre Chambéry et Genève. L'avion de Jacques et Cédric survole maintenant le parc naturel des Bauges, un massif montagneux à cheval sur les départements de Savoie et Haute-Savoie. Alors juste en face de nous, on a le Mont Granier. C'est un des paysages emblématiques de la Savoie. Alors on est impressionné parce qu'on a une vraie brèche dans la montagne. On la voit très très bien ici avec cette falaise vertigineuse. Ici, on a un à-pic de près de 1000 mètres. Et en fait, ce sont les traces d'une des plus graves catastrophes naturelles de toute l'Europe qui s'est produite au Moyen-Âge, en 1248 exactement. On a tout un pan de la montagne qui s'est effondré dans la vallée de Chambéry. Donc plusieurs paroisses ont été véritablement englouties, ensevelies sous cette avalanche de pierres, de boue. Et seul, miraculeusement, le petit village de Mian, au pied du granier, a été préservé. Alors, sur notre droite, on arrive au sommet du château de Miolan. Alors, c'est vraiment le château qui a fait naître un petit peu ma passion pour l'histoire de la Savoie et pour les châteaux forts. Il est magnifiquement conservé. On se replonge véritablement dans l'atmosphère médiévale quand on voit ça. Il est accroché au flanc sud de l'Arcluse, qui appartient au massif des Baux, juste ici. Et il domine les vignobles. Et qui domine les vignobles, qui dominait autrefois les routes. Et là, c'était un des axes les plus fréquentés au Moyen-Âge. Miolan est un exceptionnel témoignage de l'architecture médiévale, aujourd'hui classée monument historique. Bâtie entre le XIIIe et le XVIe siècle, cette forteresse est entièrement conçue pour la défense. Au château de Miolan, on a vraiment une succession de défenses. On voit autrefois l'emplacement de cette porte avec les gonds métalliques inversés pour pas que les ennemis puissent dégonder les portes.
On avance un petit peu, on se met un peu à la place des ennemis. On était arrêté juste là, on voit la trace dans la pierre par une lourde herse, hein, vraisemblablement en bois, renforcée de fer, on imagine. C'était un vrai piège. Un vrai piège parce que juste au-dessus de nos têtes, eh bien, on a des trous percés dans la voûte. Alors, c'est ce que l'on appelle dans les châteaux forts des assommoirs. Donc, il faut imaginer au-dessus de nous des défenseurs qui déversaient des matières brûlantes, bouillantes, des pierres, des flèches sur les ennemis bloqués juste en contrebas. Avec ses nombreuses fenêtres, ses bâtiments imposants et ses remparts, Miaulan est une démonstration de richesse et de puissance. Sa cour intérieure est suffisamment vaste pour accueillir aujourd'hui un jardin planté d'une collection de variétés remarquables. Dominant toute la vallée de son éperon rocheux, le château assurait le contrôle de la frontière du duché avec le royaume de France. Nous sommes ici au sommet de la tour Saint-Pierre. C'est d'ici qu'on comprend le mieux la vocation stratégique du château de Miaulan. Alors devant nous, la Combe de Savoie, c'est cette vallée de l'Isère qui s'étend entre Albertville et Montmélian. Alors bien sûr, l'aspect de la vallée était complètement différent. Aujourd'hui, on a une vallée très vaste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la rivière, l'Isère, qui traverse la vallée ici, n'est endiguée que depuis le 19e siècle. Au Moyen-Âge, du temps des seigneurs de Miaulan, eh bien, nous avions ici un vaste marécage. Ce qui explique pourquoi les routes anciennes étaient obligées de longer la montagne et donc passaient au pied ici du site de Miaulan, ce qui en fait un point de contrôle de surveillance exceptionnel, bien sûr. À partir du XVIe siècle, Miaulan perd sa vocation de défense et les ducs de Savoie transforment la forteresse en prison d'État. On la surnomme la Bastille savoyarde. Ces geôles abritent alors ceux qui bravent l'autorité du duc ou troublent l'ordre social. À l'intérieur du donjon, 6 niveaux de cellules permettent d'enfermer les criminels anonymes, mais aussi de célèbres personnages historiques. Alors nous arrivons ici dans les niveaux supérieurs du donjon. Plus on s'élevait autrefois, plus les conditions de détention, les conditions de vie s'amélioraient. Ces différentes pièces, ces différents étages du donjon étaient autrefois au Moyen-Âge des chambres transformées en différentes cellules. Les prisons les plus difficiles étaient sous nos pieds et puis les meilleures étaient juste au-dessus, qui étaient réservées aux prisonniers de grande famille. D'ailleurs, le prisonnier le plus célèbre de Miaulan, c'est bien sûr le fameux marquis de Sade, qui a été enfermé ici, juste au-dessus de nous, dans des conditions qui étaient bien confortables. C'était une famille puissante, importante, donc on lui avait accordé beaucoup de liberté, dont il va abuser, puisqu'il va en profiter pour s'évader un soir d'avril 1773. La Savoie possède un espace naturel unique en Europe. Un massif alpin d'une beauté vertigineuse, avec ses vallées, ses cols et ses nombreux sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Plusieurs de ces sites font l'objet d'une protection rigoureuse, comme le cirque rocheux de Sixte Fer à Cheval, classé grand site de France. Dans le département de Haute-Savoie, 9 réserves naturelles assurent à la faune et la flore un véritable sanctuaire. Et l'eau est l'objet d'une attention toute particulière. Deux fois par an, une expédition est organisée pour faire des prélèvements dans ces précieuses réserves d'eau. Ici, le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie a initié un programme d'études pilotes. Depuis 12 ans, des scientifiques analysent l'état de santé des lacs de montagne. Carole Birk coordonne le travail de l'équipe qui se prépare à partir en montagne avec près de 100 kg de matériel. C'est toute une expédition, surtout que comme on est en réserve naturelle et la circulation est interdite dans la réserve, donc on a besoin de mettre tout ça sur le dos.
Et puis il faut passer un col, donc voilà, on va se charger de monter tout ça jusqu'au plus près du lac. Voilà. Pour cette grande excursion de printemps, les gardes de la réserve sont venus prêter main forte. La chance de ce métier, c'est que tous les jours, on fait des choses différentes. Jamais, c'est jamais pareil. Les missions changent tout le temps. Voilà, aussi bien, ça peut être des missions comme aujourd'hui scientifiques, où entre autres, on côtoie des gens très très intéressants qui nous enrichissent beaucoup, ou on peut être aussi amené à faire des relevés pour des oiseaux ou pour des plantes. Voilà, c'est très varié. C'est ce qui fait l'intérêt de ce métier. C'est parti. Lourdement chargée, l'équipe entame une longue marche jusqu'au col d'Anterne, dans la réserve de Sixte-Pacy. Alors ça y est, on vient de changer de réserve naturelle. On entre dans la réserve naturelle de Sixte avec un paysage à couper le souffle sous la chaîne des Fises. Et puis au fond, on voit la réserve naturelle de Sixte avec des sommets comme le Buet qui montent aussi à plus de 3000 mètres d'altitude. Voilà, et puis un grand bassin versant où toutes les eaux de pluie et les eaux de fonte tombent dans le lac d'Anterne qu'on va bientôt découvrir. Le but de l'expédition est maintenant tout proche. Un cirque magnifique, bordé de sommets, au fond duquel s'étend le lac d'Anterne. 10 hectares d'une eau turquoise protégée 6 mois de l'année par une épaisse couche de glace. Un site particulièrement intéressant pour les scientifiques. Ce sont des milieux qui sont préservés des activités humaines. Et donc, c'est un peu pour nous des sentinelles de l'environnement. Ça nous donne un peu un repère pour se dire est-ce qu'il y a de la pollution dans l'atmosphère? Est-ce que les activités humaines ont un impact sur ces milieux qui paraissent très, très indemnes de tout ça, mais qui sont très fragiles et très sensibles. Donc ça enregistre, c'est nos archives environnementales. Voilà, c'est un livre ouvert. Pour effectuer la plupart de ces prélèvements, Carole doit se rendre au milieu du lac. On va se diriger vers la bouée et le cap on réajustera. Là, on a prélevé de l'eau complètement au fond du lac. Ça va nous permettre de voir tout ce qu'il y a comme éléments nutritifs au fond du lac et puis de mesurer aussi la concentration d'oxygène. Les analyses chimiques et les études des éléments organiques permettent aux scientifiques de voir si la qualité des eaux se dégrade. Car ces lacs d'altitude peuvent être victimes de la concentration des troupeaux, de la fréquentation touristique ou encore de la pollution atmosphérique. Sur la berge, les manipulations sont réalisées par Julien, le garde de la réserve. Notre participation aujourd'hui, elle est aussi bien intéressante au point de vue technique qu'au point de vue enrichissement personnel. Ça nous aide aussi, par exemple, des fois à expliquer mieux aux gens qu'on croise les enjeux qu'il peut y avoir sur la réserve naturelle. On peut plus facilement leur apporter entre guillemets, des preuves ou des arguments pour leur dire ici c'est un milieu fragile. Les études qui sont menées entre autres par les scientifiques montrent que le lac d'Anterne est très fragile et qu'une modification peut rapidement arriver. Si on se rend compte que certaines activités humaines perturbent le lac, peut-être on sera amené à réguler ces activités. L'étude qui a débuté ici en Haute-Savoie a fait école.
Désormais, c'est dans tous les massifs montagneux français que l'on suit l'évolution de la qualité de ces écosystèmes très sensibles. Au sud de la Savoie, nous voici dans la vallée de la Maurienne. Sur cette barrière rocheuse, une impressionnante ligne de défense a été édifiée par les Savoyards au XIXe siècle pour se protéger des invasions françaises. Les forts de l'Essayon, 5 citadelles reliées entre elles par un réseau de chemins. Mais depuis quelques années, il existe un autre moyen d'accéder au plus important d'entre eux, le fort Victor-Emmanuel. Une voie réservée aux amateurs de sensations fortes. Alors nous voici sur le pont du Diable à 90 mètres de haut. Alors là on voit super bien la Via Ferrata, donc on va démarrer sur le côté, on va passer sous le pont. Après on va traverser là, alors, regardez le premier passage bien aérien, hein, à 85 mètres là. Et après on longe le sommet de la falaise jusqu'au fort Victor-Emmanuel. Et on va rentrer dans une des bouches à canon pour terminer. Super beau, non? Ouais. Et allez, c'est parti. Patrick Coll est guide de haute montagne. Passionné par le patrimoine de sa région, c'est lui qui a élaboré ici le tracé des Via Ferrata. Allez, on s'encorde. Aujourd'hui, il accompagne 5 jeunes sur la voie la plus spectaculaire qui permet de pénétrer à l'intérieur du bastion principal. Voilà, là, vous passez bien les 2 mousquetons. Grâce au matériel métallique scellé dans la roche, les apprentis grimpeurs cheminent en toute sécurité le long de la paroi. Passe les pieds plus bas. Super. La Via Ferrata est accessible à tous ceux qui sont capables de grimper une échelle. Alors ce qui est génial, c'est que ça met l'escalade à la portée du grand public. La seule chose, évidemment, c'est qu'il faut aimer se mettre dans ce type d'ambiance. Si vous avez le courage, arrêtez-vous une seconde pour vous retourner. Regardez la rivière, l'Arc, au fond, hein, qui a creusé la paroi, et le pont du Diable qu'on voit très bien. Et on devine même le câble des tyroliennes. Les Via Ferrata ont été inventés par l'armée italienne pour acheminer des troupes au sommet des montagnes. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, des guides ont imaginé une nouvelle vocation pour ces aménagements de falaises. C'est un vrai plaisir, parce que même si pour moi, je ne compte plus, pour eux, c'est la première fois. Et donc le plaisir de partager cet environnement, c'est vraiment extraordinaire. Après 2 heures d'escalade, la petite cordée pénètre à l'intérieur du fort par les bouches à canon des remparts. Allez, vas-y, Thibaut. Patrick Coll est passionné par l'histoire de ces citadelles. En créant cette Via Ferrata, il fait sentir aux visiteurs à quel point le fort Victor-Emmanuel était imprenable. Perché sur son rocher, c'était la pièce maîtresse des forts de l'Essayon. Un dispositif de défense si bien conçu qu'il ne fut jamais attaqué. On voit très bien la raison pour laquelle les forts ont été construits ici, sur la barrière de l'Essayon. On voit une barrière, un verrou calcaire, qui barre toute la vallée. Alors tout en haut du verrou, le fort Marie-Christine, qui interdisait le passage par les pentes qu'on voit sur la gauche, là-bas, avec le village d'Ossois juste derrière. Ensuite, le col de l'Essayon, qui était barré par le fort Charles-Félix. Ici, le fort principal, le fort Victor-Emmanuel, qui interdisait le passage. C'est un endroit vraiment très facile à défendre. En 1830, la Savoie fait partie du vaste royaume de Piémont-Sardaigne. Et la haute vallée de la Maurienne est l'endroit idéal pour stopper l'ennemi français. Avec ses 7 constructions en cascade, le fort Victor-Emmanuel est la pièce maîtresse du dispositif. Ici, 1500 hommes pouvaient manœuvrer aisément leur matériel d'artillerie pour passer d'un bâtiment à l'autre.
Patrick connaît tout de ce dédale de couloirs. Ici, c'était l'endroit où on descendait les canons, puisque le fort est entièrement conçu pour la circulation des chevaux et des chariots et des canons. Donc on peut remarquer sur le sol que chaque pierre présente un relief. Et donc ça permettait de faire cloc, cloc, cloc et de descendre les canons en toute sécurité. Patrick nous conduit sur la place d'armes au pied du bâtiment de commandement. C'est ici que les troupes étaient passées en revue et que s'organisait la vie de cette véritable ville de garnison. Il y avait des réservoirs d'eau pour tenir un mois de siège. Il y avait une boulangerie, il y avait une chapelle, il y avait évidemment des cuisines, des écuries. Enfin, une vraie ville complètement autonome, parfaite pour tenir un siège et pour défendre la Savoie de l'envahisseur, la France. Ironie de l'histoire, à peine 30 ans après l'achèvement des forts, la Savoie est cédée à la France en 1860 par le royaume de Piémont-Sardaigne. Les forts deviennent obsolètes et perdent leur vocation militaire. Menacés plusieurs fois de destruction, ils sont finalement sauvés en étant classés monuments historiques. Parmi les défenseurs de ce lieu unique, l'association des Forts de l'Essaillon mène depuis 40 ans une patiente campagne de restauration. C'est sur ce chantier bénévole que nous retrouvons les jeunes de la Via Ferrata. Cet été, ils consolident le rempart est de la citadelle sous la direction de Thierry Cutat, le responsable du chantier. Votre mortier est un peu sec, remouillez-le. S'il y a trop de mortier, on met la gamate en dessous. De toute façon, on en fait tomber beaucoup au début. On frotte comme ça va retomber dans la gamate. Beaucoup de ces volontaires, comme Émilie, effectuent ce stage dans le cadre de leur formation. Une super expérience, surtout que c'est dans le cadre... moi, je fais ça dans le cadre des études d'architecture, donc ça permet vraiment de mettre la main à la pâte et de comprendre les matériaux, ouais, vraiment comment c'est construit. Et puis là, c'est vraiment chargé d'histoire, donc ça me plaît vraiment. En fin de journée, tous les jeunes sont rassemblés à l'entrée principale du fort. Thierry leur réserve une surprise. Ils vont relever le pont-levis. Un événement qui se déroule en petit comité pour des raisons de sécurité. D'accord, vas-y d'un coup, parce que je fais ça. Et attention à toi. Et ça, voilà. Là, on a l'échelle. Donc maintenant, on va être là, comme ça, pendu. Alors, ça sert à rien de tirer de toutes ses forces. Votre poids agit et normalement, tout l'ensemble bascule. D'accord? On essaye? 5 personnes ici, 5 personnes là. C'est un système de contrepoids qui est équilibré avec le pont-levis. Donc, au fur et à mesure que le pont-levis va remonter, le contrepoids va descendre avec ce principe. Le contrepoids, c'est ceci. Une pièce d'une demi-tonne, actionnée à l'origine par 4 soldats. T'as déjà manœuvré un pont-levis, toi? Oula, non. Aujourd'hui, ils sont une dizaine à tirer sur les chaînes. Et ça bloque. On relâche, on relâche. J'espère que ça marchait mieux avant. Attends, on était pas prêts. On a le temps, on est en temps de paix maintenant. 1, 2, 3. Voilà, top. Voilà. Allez, on continue un petit peu. Ceux qui sortent les chaînes, maintenant vous vous occupez de vous sortir les chaînes. Voilà. C'est bien. Allez, allez-y, maintenant vous pouvez le pousser, on peut se prendre un petit peu aux chaînes, ça va le plaquer, ça va plaquer le pont. C'était comme un rêve d'enfant, c'était chouette, les chevaliers, les châteaux, tout ça, c'était super chouette. Voilà, maintenant tout le monde vers le sas, et maintenant on peut le prendre ici. Nous quittons la Maurienne pour partir un peu plus au nord, dans la vallée de la Tarentaise, l'autre grande voie de communication qui traverse la Savoie en direction de l'Italie. Empruntée de tout temps par les voyageurs et les commerçants, elle fut aussi une zone d'échange culturel et artistique très vivante. C'est par cette route que l'art baroque italien s'est diffusé au XVIIIe siècle, jusque dans les villages savoyards les plus isolés. Comme ici, dans la vallée de Pézanne-en-Croix, qui compte de nombreuses chapelles. Des merveilles d'architecture et d'art sacré, parfois bâties en pleine montagne. Parmi elles, la chapelle des Vernettes.
Édifié à côté d'une source miraculeuse, c'est un lieu de pèlerinage dont Sylvie Gauteland, guide du patrimoine, connaît tous les secrets. Alors l'histoire de cette chapelle des Vernettes, en fait, elle démarre là-haut. On voit ce couloir d'avalanche où coule une source. Et dans les années donc 1700, il y a un habitant de Pézet qui sera miraculeusement guéri grâce à cette eau. Et à partir de ce moment-là, évidemment, la réputation de cette source des Vernettes va se répandre bien au-delà de la Tarentaise. Et on a donc là l'eau qui est accessible, facile. Et évidemment, la tradition, il faut boire cette eau et faire un vœu. Une eau très, très fraîche et très agréable. Juste à côté de la source, il y a cette petite chapelle. Alors, les pèlerins, évidemment, lorsqu'ils venaient boire un peu d'eau, ils s'arrêtaient pour prier. Mais là, maintenant, on va aller voir la chapelle principale, donc la chapelle des Vernettes. Pour accueillir le nombre croissant de pèlerins, cette chapelle est bâtie à 200 mètres de la source, sur un site d'une exceptionnelle beauté. Elle est édifiée dans un véritable écrin de montagne, sur un vaste replat très ensoleillé. Des maçons venus du Piémont tout proche construisent à partir de 1722 ce bâtiment de forme octogonale. Des volumes élégants qui annoncent le style de la décoration intérieure. Voilà, quand on entre, on est ébloui. Le baroque est là dans toute sa splendeur. Il s'exprime avec la polychromie, la dorure, la feuille d'argent. Alors c'est un baroque 18e. On est ici dans les années 1720, 1730. Ce baroque est signé par des artistes piémontais et ce ne sont pas moins de 60 artistes, artisans qui vont sillonner cette vallée et qui vont diffuser le baroque dans le moindre petit village, dans la moindre petite chapelle. La richesse de ces décors est le reflet d'une expression religieuse qui se renouvelle. À l'époque, un baroque populaire et accessible se déploie en Savoie pour contrer le succès de la réforme calviniste chez les voisins de Genève. L'originalité de la chapelle, c'est son plan en forme de croix grecque, surmonté d'une coupole richement décorée. Là, on est aux premières loges, c'est le cas de le dire, puisque nous sommes dans les tribunes. Personne ne monte là habituellement. On a une vue imprenable sur ce retable du maître-autel, le retable principal, avec tous les ingrédients du baroque sont là. Et notamment, quelque chose de très particulier, en toile de fond, derrière le retable, un rideau, comme un rideau de théâtre, tout simplement. Place au décor, place, j'irais presque au spectacle, pas tout à fait, puisque nous sommes dans une église, mais place à l'histoire. On va nous raconter une histoire. Et tous ces personnages très vivants, très animés, sont là pour évoquer alors un épisode de la vie de Marie ou de Jésus. On a là donc le catéchisme en images. C'est la Bible illustrée de l'époque. Le vendredi est un jour particulier aux Vernettes. Été comme hiver, une messe y est donnée en fin de matinée. Profitant du soleil de printemps, le prêtre a choisi de célébrer aujourd'hui l'office à l'extérieur. Bien voilà, nous sommes rassemblés sur cette montagne, dehors avec la cathédrale de la nature, devant cette beauté. Et bien, bienvenue à vous tous et nous sommes heureux de célébrer ensemble. Les fidèles des Vernettes tiennent beaucoup à ce rendez-vous. Et s'ils viennent de tous les hameaux de la vallée pour assister à la messe du vendredi, ce n'est pas uniquement par ferveur religieuse. C'est un lien culturel, ça fait partie du patrimoine, du patrimoine religieux bien sûr, mais c'est toujours le patrimoine de Pézet. Et pour nous, Pézereau, c'est vraiment très très important que ce soit entretenu, bien conservé et que les gens viennent prier. Et visiter aussi, parce qu'il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de gens qui viennent quand même visiter les Vernettes. Le village de Pézet-en-Croix compte une dizaine de hameaux et presque autant de chapelles baroques.
Un patrimoine précieux, mais difficile à entretenir pour ces petites communes de montagne. Alors une association de bénévoles a décidé de se mobiliser pour sauver les trésors d'art sacrés de la vallée. Et la toile retrouve sa lumière. Parmi eux, Michel Queneau, un restaurateur d'art installé récemment dans le hameau du Villaret. Ça fait combien de temps qu'elle était chez vous, cette toile? Ça fait 1 an, voilà. J'ai travaillé dessus au mois de juillet de l'année dernière. Mais comme il y avait un gros travail, puis avec mon ami Henri, ici présent, il m'a fait la menuiserie, l'encadrement. Michel a restauré bénévolement une dizaine d'œuvres d'art de la chapelle du Villaret. Aujourd'hui, tableaux et statues retrouvent leur place dans la petite église. À l'intérieur, les boiseries et le mobilier ont été restaurés par des volontaires de l'association dans le sillage de Michel qui a sonné la mobilisation. Voilà. Ouais. On l'a posé le long du mur, là. C'est un coup de cœur, ici, là. Des gens parlaient de presque d'en faire un parking, tellement elle était dégradée, vous voyez. Et vu mon métier, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Michel, qui était un petit peu le moteur de tout ça, parce qu'il a dit, je vais remettre la chapelle à l'état initial. Donc ça nous a beaucoup, comment dirais-je, ça nous a touchés tous. Hein. On m'a dit, ben nous, on va participer aussi. Hein. Donc on est quand même un bon paquet de bénévoles à avoir déjà travaillé. Et il en reste, hein. Il reste du travail encore. C'est bon? Ouais. Allez. Les derniers accords de peinture achevés, chaque œuvre peut retrouver son emplacement d'origine. En bas, c'est bon. Oui, maman, c'est parfait. Hein. En bas, c'est bon. Ça fait quelque chose au cœur. C'est beau. Hein. C'est beau d'abord. Puis c'est un petit moment de ma vie aussi, là, qui est posé maintenant. Des trésors baroques que redécouvrent les habitants du village. Bravo. Sylvie Gotteland est aussi venue admirer le travail de Michel. Aux artistes et aux bénévoles qui restaurent le patrimoine de Pézet. Dans chaque hameau, on sent que la population locale est très liée à son histoire. C'est peut-être d'ailleurs une caractéristique de cette vallée. Ici, dans cette vallée de Pézet, on a beaucoup de chance parce que du coup, on a des associations, on a des bénévoles qui sont là pour vraiment veiller à ce que ce patrimoine ne soit pas une histoire ancienne, poussiéreuse, etc. Non, c'est le lien entre hier, leurs ancêtres et aujourd'hui, et puis demain. Nous arrivons maintenant à l'aérodrome de Chambéry. Et nous retrouvons Jacques Maria, le pilote amateur. Avec son ami Thierry Ouvrier-Néret, ils partent pour une randonnée aérienne. Direction le massif du Mont-Blanc. Dès qu'on quitte les roues du sol, on a ce magnifique lac juste sous nos roues, les eaux parfaitement claires du lac du Bourget. On a une mer de montagne sur notre droite avec à perte de vue les Alpes du Sud, la Tarentaise, la Maurienne. Et puis sur notre gauche, on a déjà le lac d'Annecy qui serpente dans la vallée d'Annecy. Moi, ce que j'aime, c'est évoluer dans ce décor absolument grandiose où on a du relief, des couleurs. On a tous les sens en éveil, c'est absolument magnifique. C'est une manière de faire de la montagne différente de la randonnée, un peu moins fatigante, mais tout aussi belle et tout aussi en complet mariage avec la nature.
regardez ce décor absolument somptueux. On a le Mont Blanc qui est devant nous là, à portée de main. On a l'aiguille du Midi en face de nous, le col du Midi. On est une petite mouche en train d'évoluer dans un site complètement majestueux. C'est absolument incroyable. On a les séracs, on a les pentes de neige, on a des épaisseurs qui sont 30-50 mètres de neige peut-être. Cette sensation d'évoluer en toute liberté dans cet espace, c'est tout juste magnifique. On voit déjà beaucoup de caravanes en montée vers le Mont Blanc, à pied, hein, on voit tous les collègues marcheurs. Jacques et Thierry slaloment à présent entre les géants de roche, en prenant appui sur les courants ascendants. Des sensations grisantes, mais un pilotage délicat. On sent la montagne dans le manche, ça c'est sûr. De temps en temps, on sent les petits souffles d'air qui sont dus au relief, qui vont nous faire monter un petit peu, descendre un petit peu. Et là, il ne faut pas chercher à contrer avec le manche, il ne faut pas chercher à se battre. L'avion, il évolue dans l'air comme une brindille sur un cours d'eau. C'est dans les années 20 que les premiers téméraires viennent frotter leurs ailes aux cimes des montagnes. À bord de leurs avions sans cabine fermée, les pionniers ravitaillent les refuges en parachutant du matériel. Grâce au progrès technique des appareils, les premières lignes commerciales et touristiques ouvrent dans les années 30. Les passagers découvrent alors la montagne sous un nouvel angle. D'audacieuses élégantes se font déposer dans les stations de sport d'hiver. Vient ensuite le temps des grands défis et des atterrissages acrobatiques. En 1954, Henri Giraud réussit l'incroyable exploit de se poser au sommet du Mont Blanc. L'avion s'arrête à quelques mètres de la falaise. Après cette prouesse, ce type d'atterrissage est interdit. Mais les aviateurs imaginent d'autres solutions pour se poser dans les montagnes. Jacques et Thierry s'apprêtent à atterrir sur une altisurface, une piste aménagée en pleine nature sur une prairie d'alpage. Ici, pas de tour de contrôle, ils sont seuls pour préparer leur atterrissage. Alors on continue notre descente tout doucement. On essaie de percevoir des randonneurs arrêtés sur la piste, des animaux. On observe même un petit avion qui vient de se poser en douceur sur l'altisurface de Saint-Roch. Voilà, on est en finale. On va survoler les sapins, survoler les sentiers et venir tangenter la planète comme un oiseau sur notre petite parcelle de verdure. Voilà, forcément on est un petit peu secoué puisque on roule dans l'herbe, hein, il y a les petites mottes de terre qui perturbent un petit peu les pneus. Et voilà. Le bonheur au milieu des pissenlits. Ouais. Le fait qu'elle soit en pente, on a l'impression qu'elle est courte, très courte. Ouais, finalement, ici, elle paraît un peu plus longue. Quand même. Voilà, elle fait quasiment 300 mètres de long. Hein, du sommet là-haut, où il y a les personnes, là, jusqu'au plot là-bas, c'est à peu près 300 mètres, avec une pente de 10%. Alors qu'en plaine, il nous faudrait à peu près 500 mètres pour faire la même chose. Donc, on a besoin de moins de place, on se sert de la pente pour se freiner à l'atterrissage et pour s'accélérer à la descente. Hein. Tout le monde a fait du vélo,
Donc tout le monde pourra comprendre. L'altisurface de Saint-Roch est gérée par les propriétaires du refuge de Meyer dans le massif des Aravis. Bonjour. Ah bah tiens, notre table est réservée. Voilà. Donc c'est parfait. Première loge du Mont Blanc. Première loge. Ici, randonneurs et pilotes de montagne peuvent se réconforter autour d'un repas et profiter de l'éblouissant paysage. Voilà. Regarde ça si on n'est pas bien. Pas heureux ici? Regarde le balcon. Le Mont Blanc que pour nous. L'altisurface, en fait, c'est un petit terrain en altitude. Et certaines ferment, d'autres ouvrent. Et ça permet toujours de pratiquer cet art, d'aller se poser comme une fleur en plein milieu des prairies montagneuses. Bonjour. Ah, bonjour Robert. Bonjour. Tout va bien? Ça va? Bonjour. Comme vous voulez? Vous avez le moral avec un vent pareil. Ah ouais? C'est Robert Martinato qui tond l'herbe et entretient la piste. Bon, il y a eu un peu de trafic ce matin? Ouais, ça a volé un petit peu, ouais. La piste, c'est mon père qui l'a créée, donc on la maintiendra tant qu'on pourra, quoi. C'est la dernière en Haute-Savoie, donc on la maintient et c'est sûrement la plus belle de France, sinon d'Europe. C'est un plaisir, c'est une tradition aussi qui est séculaire dans nos montagnes. L'aviation a toujours existé et ça fait partie de notre patrimoine. Dans le massif du Mont Blanc, quand survient l'hiver, le froid polaire semble figer le paysage. C'est la saison favorite des alpinistes de l'extrême. Yes. Allez, c'est parti. Allez. Maureen Montagna est chercheuse en glaciologie. Elle effectue aujourd'hui une mission avec François Damilano, guide de haute montagne à Chamonix. Tiens Maureen, tu poses tes skis là. On monte au sommet de l'aiguille. Que je te montre par où on passe. Super. Ils partent escalader des cascades de glace au-dessus d'Argentière. Depuis la plateforme d'arrivée du téléphérique des Grands Montets, à 3300 mètres d'altitude, ils repèrent méticuleusement leur parcours d'approche. Donc nous, on va chausser les skis au col. On va attaquer la piste des glaciers, puis on va tout de suite sortir de la piste. Et puis on va aller skier sur le glacier de manière à surplomber les cascades. Moi, ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans, je ne sais plus la première fois où je suis monté à l'aiguille des Grands Montets. Mais je découvre le panorama avec toujours autant d'enthousiasme et d'émotion. C'est magnifique et on ne peut pas se lasser d'un tel paysage. On est au cœur d'un des plus beaux massifs de montagne au monde, tout simplement. Autour de Maureen et François, les géants des Alpes, les sommets mythiques qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme. Les Drues, l'aiguille du Midi, le Mont Blanc. Et regarde le paysage du sommet des Grands Montets. Ouh là 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 là. Là, ça envoie. Oh là là. C'est pour ce beau paysage, c'est pour ce cadre magnifique que je suis chercheuse en glaciologie. On est dans un environnement tellement magnifique qu'on n'a qu'une envie, c'est de découvrir un petit peu plus ce que ça recèle de mystère, ce que ça peut nous apprendre sur l'histoire du monde, l'histoire de notre planète et puis ensuite sur notre avenir aussi. Allez Maureen, c'est parti! Pour rejoindre les cascades de glace, François et Maureen sortent des pistes balisées. Allez Maureen, lâche-toi là. Ils empruntent un des plus fameux itinéraires hors piste du massif du Mont Blanc, une langue de glace de 9 km recouverte de neige, le glacier d'Argentière. Un glacier, en fait, c'est l'écoulement de la neige qui s'est accumulée en altitude, qui se métamorphose en glace et qui forme un grand fluide comme un fleuve qui va venir s'écouler vers la vallée. L'hiver, on a du mal à le visualiser parce que la neige recouvre la glace et recouvre en partie les crevasses. Tu vois, Maureen, on va rejoindre là-bas, la petite combe. Après la petite bosse. Allez. Allez, c'est parti. Tu restes à ma gauche? Oui. Alors depuis qu'on est parti à ski ce matin, nous savons que nous sommes sur un glacier, nous savons qu'il y a des crevasses qui peuvent être cachées par des pentes, donc on fait attention au terrain sur lequel nous skions. On va avoir nos sens en éveil de manière à
être vigilant à ne pas risquer de passer dans les crevasses. Regarde les crevasses. Là, on peut prendre dans le petit goulet. Tu fais juste gaffe, il y a la glace qui effleure là. Ça va doucement. C'est tout bon. Regarde là. Ouhou. T'as toutes les cascades rive droite d'Argentière devant toi. Oh là 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 là. Après 2 heures de ski de randonnée, François et Maureen approchent du but. Ces cascades d'eau qui surplombent le glacier et qui gèlent quelques semaines en hiver. La première marche est haute. Hein. Là, on domine des falaises qui sont à peu près 250 mètres au-dessus de l'écoulement du glacier. Vas-y, tu peux approcher un peu. Voilà, là c'est tout bon. Et là, voilà, on voit très bien le tube de sortie de la cascade Shivalingam. Elle a été remontée pour la première fois il y a une vingtaine d'années. Et c'est vraiment devenu une cascade de référence parce qu'elle est esthétique et très technique à escalader. Mais aujourd'hui, François et Maureen ne sont pas venus pour le plaisir de l'alpinisme. Ils viennent étudier scientifiquement la solidité de ces concrétions gelées. Ces cascades-là, elles nous intéressent par leur verticalité. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu toute leur histoire, c'est-à-dire comment elles se forment, et ensuite, pourquoi est-ce qu'elles disparaissent de façon si brutale, et en particulier, est-ce que c'est dangereux pour le grimpeur d'être dessus? T'as pris tes piolets? Oui, ils sont sortis. T'as un descendeur? Oui. T'as une longe? Oui. Depuis 4 ans, François accompagne régulièrement Maureen pour cette étude unique au monde, qui vise à mieux comprendre le comportement des cascades de glace. Donc là, quand on est en haut de la cascade, il y a toujours le petit frisson d'adrénaline parce que tout d'un coup, on est vraiment dans le vide. C'est toujours un moment assez impressionnant. François arpente les parois glacées depuis plus de 20 ans. C'est lui qui assure la sécurité de l'expédition. Maureen escalade occasionnellement, mais cette étude la confronte aujourd'hui à l'une des plus impressionnantes cascades du massif du Mont Blanc. Ok, ma Maurinette. Viens là, viens à ma droite, par-dessus la corde, là. Voilà. Me fais pas faire des trucs comme ça. Ça va, t'es bien, là? Oh, qu'on est bien, là. T'as d'autres questions? Oh, qu'on est bien, là. Comment il disait Gvanos dans ses livres. Et la paroi verticale se redressait encore. Je regarde surtout pas en bas. Sous leurs crampons, un mur gelé de 120 mètres. Regarde, faut que tu te penches. Non, Regarde. Arrête. Ah non, c'est horrible. Non, j'arriverai jamais à remonter ça. Mais si, tu vas arriver. Écoute, tu ne peux pas étudier les cascades les plus raides du glacier d'Argentière sans une fois te les offrir en escalade. Oui, bon, on va dire ça, oui, si tu veux. Bon, bah, chers amis. Faut pas regarder en bas. Mais si, il faut que tu me regardes. Apprivoise le vide, là, Maureen. Ah, je pense que le moment le plus difficile, c'est le moment où on se lance, justement, parce qu'après, on prend confiance, on trouve un rythme de descente, on place ses pieds, on se place et ça commence à aller mieux. Mais l'attente comme ça, au relais, juste avant, c'est un moment qui est assez difficile, oui. On imagine toujours un petit peu le pire. Alors, en toute honnêteté, si je pouvais remonter instantanément, je le ferais, mais je sais qu'il va falloir que je descende, alors je prends sur moi, ça fait peur. Maureen! Rappel libre! Quand tu veux! D'accord! Bon, alors maintenant, c'est parti. J'enlève la vache. Donc maintenant, c'est mes mains qui tiennent ce maudit rappel. Il faut y aller. Oh là là, c'est raide. Regarde-moi, Maureen, tourne-toi. Voilà. Laisse-toi aller. Nickel. Oh, là, on est super bien. Oh, François. Non, on est super bien. Vas-y, descends. Descends encore. Regarde. Non, attends. Je regarde rien du tout. Je regarde rien du tout pour l'instant tant que je suis pas vachée.
C'est bon, tu le tiens? Accroché par quelques pitons à glace, en plein milieu de la paroi, Maureen doit maintenant se lancer dans des manipulations compliquées. On a fait des carottages plus confort. Hein. Allez, on prend en premier le carottier. Occupe-toi du carottier. Hop. Allez, vas-y. Donc là, on va prélever un échantillon de glace, une petite carotte de glace à l'aide de ce carottier qui a été conçu exprès pour prélever en paroi. Alors la manip n'est pas extrêmement facile, donc c'est pour ça qu'on s'y prend à deux. Je pense qu'ici c'est pas mal, François. C'est tout bon? Oui. Ok, stop. Okay. Voilà, maintenant tu pars un tout petit peu en arrière. J'inverse. Doucement, voilà. Voilà, alors est-ce qu'on a la carotte directement dans le carottier? Ça serait magique. Ah, on en a un bon bout. Vas-y, si tu arrives à pencher. Oh là, la voilà. Vas-y, prends. Ah, tu l'as en deux morceaux, ouais, fais gaffe. Elle est superbe. Alors on voit effectivement des gros vides là, c'est très joli. On a des belles poches d'air. Et on voit qu'elle n'est pas très transparente parce que là, il doit vraiment y avoir pas mal de bulles d'air qui ont été piégées dans cette carotte. L'étude des carottes en laboratoire doit permettre de mieux comprendre la façon dont se forment les cascades de glace et les moments où les concrétions géantes risquent de se briser. Je récupère. Oui, super. On apporte des connaissances nouvelles sur un matériau qui n'a jamais été étudié. Ça intéresse les grimpeurs pour leur sécurité et ça intéresse la science puisque ça apporte de la connaissance. Les grimpeurs, à force de retourner sur des cascades de glace hiver après hiver, ont appris à apprivoiser le milieu, ont appris à connaître les meilleurs moments pour gravir les cascades de glace avec le plus de sécurité. Et bien ça, on va confronter cette expérience-là avec la connaissance des scientifiques. Le moment le plus difficile est arrivé pour les deux alpinistes. Ils vont maintenant remonter au sommet en escaladant la glace avec la seule aide de leurs piolets et crampons. Une technique qui exige beaucoup de maîtrise et une solide condition physique. Attention, il y a un gros qui parle. Là, je grimpe un tube de glace vertical, éclairé par le soleil de l'après-midi. Ça fait sortir tous les reliefs de la glace, toutes les concrétions. Il y a d'infinies couleurs autour du bleu, du blanc, du gris. Donc de temps en temps, je délie les bras, comme on dit, c'est-à-dire je mets le bras en arrière, de manière à faire redescendre le sang dans les doigts pour ne pas risquer d'avoir très froid aux doigts et de ne plus sentir sa main et du coup d'avoir une prise de piolet qui soit moins bonne. Là, il y a une chute de sérac là, dans le glacier. Ça doit être très beau. Soudain, les conditions météo changent, en plein milieu de l'ascension. Le vent s'est levé, ça soulève toute la neige autour et ça nous la rabat sur le visage. Donc là, on passe du plaisir pur de la grimpe à la bataille. Mais ça fait partie du jeu. Yes! Maureen, relais! Et c'est dans ces conditions difficiles que Maureen doit se lancer à l'assaut du mur de glace. Bon, bah, quand il faut y aller, il faut y aller. Oh là là. Ah, j'ai peur. Non, tout va bien. Oh putain, c'est la galère absolue. Qui a dit que l'enfer était chaud? Qu'est-ce qu'il y a? Trop dur. Ne t'en fais pas, Maureen. J'en suis vraiment, j'ai froid, hein, c'est horrible. Je suis en train de me transformer en glaçon. Ne t'en fais pas, Maureen.
François, c'est vraiment pour toi que je fais ça. Portée par les encouragements de François, Maureen parvient à gravir cette cascade, habituellement réservée aux alpinistes les plus aguerris. Il monte près de moi. Ouais, vas-y. Bravo Maureen. Bravo François. Toi, c'est le plus dur, c'est le départ quand oui. t'es... Ah oui, quand on est gelé, archi T'es gelé au relais, t'as la structure au-dessus de toi qui est hyper impressionnante, tu te dis oh, je vais jamais y arriver. Je dis pas que j'y retournerai demain quand même, hein. Il va falloir laisser un peu passer du temps. Mais je suis contente d'avoir appréhendé cette cascade bien verticale d'un peu plus près. J'avais jamais fait ça de ma vie, je pense que même pour le projet, c'est intéressant. Au XXe siècle, la Savoie ouvre une autre page de son histoire. Avec le développement des sports d'hiver, des villes entières naissent là où n'existaient que quelques chalets d'alpage. Des architectes audacieux imaginent de nouvelles stations de ski. Ce fut le cas aux Arcs, où dès 1969, un atelier d'architecture dessine une station dont les vertus esthétiques sont aujourd'hui redécouvertes. Classée patrimoine du XXe siècle, la station des Arcs préserve désormais ses bâtiments les plus originaux. Cette année, 30 appartements sont en cours de restauration. Oui, vous gardez la salle d'eau. Alors on garde la cellule, la salle d'eau. Guy Rémillet faisait partie de l'équipe de Charlotte Perriand, l'architecte qui a conçu la station avec l'idée que chaque appartement devait disposer d'une véritable vue sur la nature. Vous donnez à votre client, vous lui donnez une vue. Mais celui qui achète cette chose-là, cette vue, il veut la garder et il veut être sûr qu'on ne va pas la lui prendre en construisant devant son nez, quelques années après, quelque chose qui va venir leur boucher cette vue. Et c'est pour ça que vous observerez aux Arcs que toute l'urbanisation a été conçue pour que les immeubles ne se portent pas préjudice entre eux. Je suis savoyard d'origine. Et j'ai toujours aimé la vie en montagne depuis mon enfance. Cet amour de la montagne a conduit Guy et ses collègues à intégrer les nouvelles constructions dans le paysage. Il y avait un développement qui se faisait à l'époque dans les stations qui consistait à créer ce qu'on appelle un front de neige. Un front de neige, c'était un grand barrage en bas des pistes. Et nous avons craint cet effet monumental de barrage qui coupe la vue du piéton sur la vallée. Donc nous avons mis des bâtiments dans le sens de la pente. Autre grande innovation, les structures en biais des façades. Pour un visiteur qui arrive la première fois, il se dit, tiens, ici voilà des architectes qui ont voulu se faire remarquer. Pas du tout. Toutes les formes que vous voyez sont sorties de raisonnements très pointus sur l'adaptation à la morphologie du lieu. La façade sud, la façade ensoleillée que vous voyez, est constituée de terrasses superposées
qui sont disposées en cascade pour ne pas porter d'ombre les unes sur les autres. Et pour que les étages supérieurs ne perdent pas en superficie, les niveaux successifs sont montés en escalier. Une technique qui donne au bâtiment une forme très particulière, avec 2 façades obliques. À la même époque, un architecte du groupe conçoit un nouveau type de chalet qui rompt avec le bâti traditionnel, le chalet pointu. Colette Guichard et son mari Paul vivent ici depuis 1972. La station est en bas, et nous on est plutôt au milieu des arbres, au milieu de la nature en fait. Moi mon truc ça a toujours été vivre dehors et là vraiment je peux dire que je suis en plein milieu. C'était merveilleux. Les premiers habitants de la station se sont vus proposer une véritable aventure. En échange d'un terrain bon marché, ils devaient bâtir leur maison selon les plans de l'architecte Bernard Taillefer. Paul et Colette travaillaient tous les deux dans la station. Ils ont fait partie des pionniers qui se sont lancés dans la construction de ces chalets aux formes si particulières. À l'époque, il n'y en a pas beaucoup qui ont voulu plonger. Hein. D'ailleurs, tous les gens regardaient, passaient, disaient « Oh là là, c'est bizarre et tout ». Bah oui, c'est à l'époque, surtout là. Hein. Là, vous avez vu, c'est des bergeries, c'est des bergeries en pierre. C'est traditionnel, quoi. Ah là, vraiment, ça a cassé un peu ça a cassé un peu l'architecture. Certaines innovations se sont confrontées à la réalité de la mise en œuvre. Théoriquement, la terrasse était faite pour se replier avec des cordes dans la baie vitrée. Et ça s'est avéré infaisable. Donc elle est restée sur place. Avec leurs toits imbriqués les uns dans les autres et leurs plans inclinés, les chalets présentent des formes extérieures originales et des espaces intérieurs tout à fait confortables. Alors ce qu'il y a d'intéressant ici, en fait, ce sont les volumes. Vous voyez, il y a 4 parties qui communiquent les unes les autres, ce qui nous permet de vivre tous ensemble, en fait. Et puis on a chacun un coin. Là, nous avons le coin repas. Ici, nous avons le coin télévision. Et là, le coin solarium où on bouquine. Et plus dehors, bien sûr, la terrasse qui nous donne une vue de 180 degrés facile. Hein. À 2 pas des Arcs, dans la Haute-Tarentaise, le glacier de Tignes permet de skier toute l'année à plus de 3000 mètres d'altitude. Depuis 20 ans, Éric Gautret consacre tous ses loisirs à la pratique d'une des plus anciennes techniques de ski, le télémark. Le principe du télémark reste simple. Comme en escrime, on fait une fente et on vient, je dirais, faire le virage en descendant le genou pour pouvoir s'équilibrer. On essaye de faire tout ça? Ouais. Eh ben allez, on se met en route. Petit. Allez, petit, on y va. Avec son association Génération Télémark, Éric initie bénévolement les jeunes à cette discipline en plein renouveau. Descends bien le genou. Voilà. Ok, super le genou. Descends le genou pour finir. Descends bien ton genou. Oui, encore. Super, ça tient là, regarde. Je pense que la beauté du geste, c'est la première vitrine. C'est ce qui attire l'œil, c'est ce qui crée la sympathie pour cette technique. Les gens viennent nous voir parce que c'est beau, ils nous le disent tous et je crois qu'on le partage tous ça. Cette technique polyvalente, qui permet de monter et descendre avec les mêmes skis, est inventée au XIXe siècle. Mais elle est très vite supplantée par la mise au point du ski parallèle, plus accessible. Dans les années 50, l'invention des remontées mécaniques participe au développement des stations qui misent sur ce nouveau sport d'hiver.
Et depuis les années 70, grâce au perfectionnement du matériel, le ski est mis à la portée du plus grand nombre. Mais aujourd'hui, certains passionnés de la glisse s'intéressent aux qualités des skis anciens. Dans son atelier de la vallée de Chamonix, Peter relance la fabrication artisanale de skis en bois. Par amour du ski, ce Californien a rompu avec 20 ans de vie parisienne pour reprendre cette ancienne scierie de montagne. En autodidacte, il redécouvre les techniques de fabrication traditionnelles et les adapte aux exigences du ski moderne. Je pense énormément au plaisir que ça va procurer. Quand les skis partent et trouvent une maison, je suis toujours un petit peu attristé. Mais bon, ça fait partie du jeu, du travail. Puis c'est bien sympa, des fois j'arrive à les recroiser sur la montagne et ça alors, ça me fait plaisir réussite. Surtout quand je vois les gens qui les utilisent avec un grand sourire et puis une satisfaction. C'est comme un bénéfice qui vaut bien plus que l'argent en fait. Là, on va travailler tout simplement avec de l'huile de lin mélangée avec un tout petit peu de turpentine. Et tout de suite... Ah ouais, là on voit, ça révèle carrément les... Voilà, là on va aller chercher et tout. la vraie essence de la pièce. Aujourd'hui, Peter a invité Simon de l'association Génération Télémark à essayer ses skis. Pour trouver de la neige vierge et skier hors piste, il parcourt à pied quelques centaines de mètres au-dessus de la station d'Argentière. On y est presque. Là, ça grimpe, là. Nickel, hein. La montée, c'est ce qui fait qu'on mérite la récompense, ce qui est la descente. Quand on se donne cet effort-là, c'est la plupart du temps récompensé par de super sensations. Dans la trace de Peter, Simon enchaîne les virages avec aisance. Il est conquis par ce retour aux sources du Télémark avec des skis traditionnels. Nickel. J'ai envie de dire, on ressent bien la neige. On a une espèce de peut-être de communion mais de sensation du sol, de la neige, de la matière, de la transmission de toute la sensation de glisse qui vient, voilà, comme tu m'expliquais, vraiment dans tout le corps. On se sent beaucoup plus proche par rapport à un ski plus traditionnel ou construction plus moderne. C'est quoi là ce que vous avez dans la main? Là, ça s'appelle un pachon. Un pachon, c'est un bout de bois qu'on utilise en télémark et qui remplace un petit peu les bâtons traditionnels. Ceci dit, c'est plus ancien que les bâtons. C'est assez sympa. Il y a plusieurs techniques. On peut changer de main, on peut le basculer comme un pagaie. Et puis ça donne encore un aspect un peu de liberté et qui change de l'ordinaire.
À la frontière italienne, le col du Petit Saint-Bernard est l'un des plus anciens itinéraires transalpins. Car à 2200 mètres, c'est l'un des passages les moins élevés de la région. Comme en témoignent de nombreux vestiges archéologiques, il est utilisé depuis la haute antiquité. Saint Bernard de Menton fonda ici un hospice au XIe siècle pour protéger les voyageurs des dangers de la montagne. Aujourd'hui, le col porte son nom. Il est traversé par la frontière, une ligne matérialisée sur le terrain par des bornes. En France, c'est l'IGN, l'Institut géographique national, qui est chargé de leur implantation précise. Voilà, du coup, on est par ici et la route fait comme ça désormais. Voilà. C'est la mission de François Pérussel-Morin, directeur interrégional à l'IGN. Une cinquantaine de mètres, il faut qu'on vérifie si la borne est bien au bon emplacement sur la frontière. La route entre les deux pays vient tout juste d'être déviée, car elle passait en plein milieu d'un cromlech. Un alignement de pierres du néolithique, précieux vestige archéologique désormais préservé. Déjà c'est bien, la borne n'a pas été endommagée. Mais pendant les travaux, la borne frontière symbolique a été déplacée de façon approximative. Par contre, petite particularité, elle a été mise dans le mauvais sens. Normalement, le I, il aurait dû être de ce côté-là, et le F de ce côté-là. Pas de chance, et ça a été inversé. Ils l'ont remonté à l'envers, la borne. Donc, bien droite, bien jolie, bien sur le bord de la route. Apparemment, elle est à peu près sur le tracé de la frontière, mais de toute manière, il va falloir la déplacer pour la remettre dans le bon sens. La frontière, elle a une fonction tout d'abord politique et légale. Ça sert à déterminer des surfaces. Dans certaines situations historiques, elle peut avoir une fonction militaire, mais c'est surtout une fonction symbolique. En quelque sorte, c'est un trait d'union entre les peuples. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur les cartes IGN, les frontières sont symbolisées avec des pointillés qui permettent de passer de part et d'autre et qui sont tout sauf une barrière infranchissable. Afin de repositionner la borne sur son emplacement légal, Élodie Dubois et Victor Rudan, les deux topographes, cherchent le tracé de la frontière à l'aide d'un GPS professionnel. François Pérussel-Morin, lui, mesure la position de la borne à son emplacement actuel au centimètre près. En attendant que la nouvelle borne frontière soit implantée sur le tracé de la frontière, on a besoin d'un point de repère sur le terrain qui servira éventuellement à des géomètres pour réaliser des travaux d'infrastructures routières. C'est ce qu'on appelle un point géodésique. Grâce au travail des géomètres, dans quelques semaines, la borne sera réinstallée à son emplacement définitif. Mais la mission la plus emblématique de l'IGN, c'est la mise à jour et l'édition de 1800 cartes très détaillées qui couvrent tout le territoire français. Ce matin, dans le massif du Mont-Blanc, près du village des Contamines, Élodie et Victor entament une très grande journée de marche. Tous les 5 ans, les topographes de l'IGN vérifient l'exactitude de la carte. Avec une échelle de 1 cm pour 250 mètres, chaque détail compte. On a la passerelle, Hélo, sur le... Est-ce qu'on a la passerelle? Bonne question. Alors, on est parti comme ça. On vient de passer les petits lacets. Ouais, voilà, non détour. Ah bah, elle y est pas. Elle y est pas. Ok, mais je vais la noter alors. Donc les petites passerelles comme ça se met sur la carte, c'est des bons points de repère. Souvent, on aime bien, quand on a la carte en main, qu'on est fatigué, qu'on a fait quelques virages, savoir exactement où on en est. Et donc, avoir cette petite passerelle sur la carte, ça permet de savoir exactement où on en est dans notre cheminement. En sortant de la forêt, à près de 2000 mètres d'altitude, Élodie et Victor arrivent au refuge de Trait-la-Tête. C'est le point de départ des randonnées en haute montagne dans la réserve naturelle des Contamines Montjoie. Ils doivent vérifier un sentier dont le tracé a été modifié.
Voilà. Ok. Donc on est là. Faudrait voir si ça vaut le coup d'aller plus loin du coup. Bonjour. Bonjour. Avant de s'élancer en montagne, il recueille des informations auprès de Mathilde, une des gardiennes du refuge. Carte oui. sur la zone. Oui. Et on a entendu dire que le sentier d'accès aux conscrits était modifié. Tout à fait. Donc le nouveau sentier, il est assez haut perché, il est assez long. Donc ça rallonge le temps de parcours. Un peu, ouais. Une personne qui marche normalement, elle mettrait 2 heures pour atteindre la passerelle. Et puis après, il reste une demi-heure pour arriver au conscrit. Ok. Voilà. Bon bah super. Tout bon? Des informations qu'il faut vérifier sur le terrain. On s'est arrêté là parce que on arrive visiblement à l'intersection du nouvel itinéraire qu'ils viennent de créer. Donc comme ce chemin, on ne l'a pas du tout sur notre carte, il va falloir qu'on le lève avec notre GPS. Donc ça, c'est notre antenne GPS et puis ça, c'est ce qui va nous permettre de voir où on est. Pour des raisons de sécurité, le sentier a récemment été modifié par le bureau des guides des Contamines Montjoie. Élodie et Victor vont maintenant retranscrire ces changements sur la carte. Alors en fait, on est en présence d'un glacier qui a reculé. Donc en fait, il a perdu en volume, donc il s'est affaissé. Et les rives sont devenues dangereuses, on ne pouvait plus accéder au refuge en fait. Jusqu'à présent, en fait, l'itinéraire, il passait en bas là, et il allait rejoindre le glacier vers le névé là-bas. Et en fait, ça remontait le long du glacier. Et puis après, au bout, là où il y a le ressaut glaciaire, il y avait des échelles. Et maintenant, avec la perte d'épaisseur du glacier, les échelles en fait sont beaucoup trop hautes par rapport à la pente du glacier. Donc du coup, c'est devenu un itinéraire impraticable et compliqué. Le sentier balisé pour accéder au refuge des conscrits passe désormais en balcon, c'est-à-dire à flanc de montagne. Plusieurs obstacles attendent les randonneurs tout au long du parcours. Et pour sécuriser les marcheurs, quelques aménagements ont été réalisés. Élodie, vous signalez ce genre de passage sur la carte? Oui, ce genre de passage, on estime qu'ils sont pas raisonnables pour un randonneur, on va dire un randonneur moyen. Et par conséquent, comme c'est un sentier balisé, on ne va pas enlever le sentier juste à cause de ça. Surtout qu'il est équipé, il y a des cordes, etc. Mais on va le signaler par des petits pointillés sur la carte. Pour dire, attention, ici c'est un passage difficile. Après 3 heures de montée, les deux topographes découvrent le nouveau passage qui permet de rejoindre l'itinéraire traditionnel. Ah ben voilà cette passerelle. C'est impressionnant, hein? Ouais, tout le travail d'aujourd'hui, c'est à cause de cette jolie passerelle là, qui a été construite tout récemment. Alors maintenant, on va tout simplement passer sur la passerelle pour avoir la trace dans l'ordinateur et puis pour pouvoir la mettre dans la prochaine carte IGN. La fonte du glacier des conscrits n'est pas un cas isolé. Ce phénomène est particulièrement visible avec la mer de glace. En 100 ans, le plus grand glacier de France a perdu 120 mètres d'épaisseur et 2 km de longueur. Une transformation qui intéresse les scientifiques. C'est en septembre qu'on observe le mieux les phénomènes liés à la fonte des glaciers.
quand les températures de l'été ont fait disparaître la neige et que les rayons du soleil font fondre la glace durant la journée. Généralement, le flux de la fonte, ça s'arrête à quelle période? Le moulin devient sec plutôt fin octobre-novembre. Le glaciologue Luc Moreau et François Damilano, l'alpiniste des Cascades, ont choisi la plus belle journée de septembre pour observer les évolutions récentes de la mer de glace. Tout au long du glacier, les eaux de fonte ruissellent en un réseau qui épouse les formes du terrain. Ces petites rivières trouvent des passages pour s'infiltrer dans la glace. Tiens, là, tu vois, regarde, là, ah oui, voilà, une fracture, une crevasse et des ruisseaux qui la taillent. Donc là, on voit un bel exemple du système bédière-moulin. L'eau se concentre dans des petits ruisseaux, ce qu'on appelle des bédières. Ça vient du mot béal ou bief en vieux français, ça veut dire torrent. Et ensuite, à la faveur d'une crevasse, le petit ruisseau tombe à l'intérieur, s'infiltre dans le glacier et creuse. Et c'est ce qu'on appelle un moulin. Regarde, t'as la crevasse qui continue, il y en a derrière. Ouais, j'ai l'impression que, comme le glacier en ce moment, il perd beaucoup en épaisseur, il y a de moins en moins de crevasses. Ouais, là, c'est beau, là. Là, c'est beau, là. Il est profond, celui-là. Hein. Prends un caillou, voir. Il est profond, là, regarde. Il est profond. Hop. Ça peut être profond. Généralement, une crevasse, ça fait 30-35 mètres de profondeur, mais si la crevasse est taillée par l'eau, alors là, ça peut faire 50, 70, 80, 100 mètres. Tout dépend du débit de la rivière, de la bédière. L'eau qui s'infiltre dans les crevasses ressort généralement à l'avant du glacier. Malheureusement, en 1892, une poche d'eau s'est formée sous le glacier de la Tête-Rousse et produit un effondrement dramatique. Sous la pression, la glace casse, la vallée de Saint-Gervais est inondée et 175 personnes trouvent la mort. Luc et François s'approchent maintenant de la grande bédière de la mer de glace. Un spectaculaire canyon qui se creuse au même endroit depuis plus de 100 ans. Là, on a une zone qui est non crevassée, qui réceptionne toute la fonte. Et chaque année, chaque été, voilà, donc la bédière creuse un petit peu plus son lit dans la glace pour ensuite être captée par une crevasse. Pour observer l'écoulement de la rivière, les deux hommes descendent explorer le Grand Moulin. C'est une des façons de vérifier qu'il n'y a pas de formation de poche d'eau. Ah mais attends, là, c'est la gueule du diable, là. Wow. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est le bruit, là. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Ah, regarde, là. Mais là, il y a encore énormément d'eau, là. Ouais, les moulins, on aime ça parce que c'est réellement la vie du glacier, la fonte du glacier, l'eau qui creuse. C'est très beau, c'est toujours très impressionnant. Et puis on se sent tout petit. Ouais, c'est magnifique. Luc et François descendent en rappel le long de la cascade d'eau, à près de 60 mètres sous la glace, dans un bruit assourdissant. On voit donc en direct la circulation de l'eau à l'intérieur depuis la surface. Là, c'est de l'eau de fonte. Et ensuite, ça va parcourir les fractures dans la glace et ressortir du glacier. C'est pas lumineux, c'est vraiment les entrailles de la Terre. Et la glace autour, on
On a l'impression que c'est du marbre. Alors, on est là du fait que c'est très esthétique. Ça nous apporte beaucoup d'informations sur la circulation de l'eau et puis sur les éventuelles détentions d'eau. Quand on voit l'eau qui circule comme ça veut dire qu'il y a une bonne circulation, qu'il n'y a pas de rétention, qu'il n'y a pas de poche d'eau. Tout au nord de la Savoie, juste derrière le massif du Chablais, le Léman. Le plus grand lac naturel d'Europe de l'Ouest. Depuis des siècles, la vie des hommes est étroitement liée à celle du lac. À 7 km de la frontière suisse, Meiri, adossé à sa montagne, est un village qui vit de la pêche et de ses carrières de pierre. La commune a connu la prospérité au XIXe siècle, grâce à sa carrière et au trafic de son port, point de départ du transport des pierres sur le lac. Une tradition de batellerie que les hommes de Meiri perpétuent à leur manière. Allez, c'est parti. On rame l'eau et on laisse glisser. À bord de leur canot de sauvetage historique, ces rameurs s'entraînent sous la direction de Christian Charles. Ensuite dans la longueur. Ils préparent les courses traditionnelles au cours desquelles s'affrontent les 34 sociétés de sauvetage du lac. Ouais. Arriver à faire synchroniser un bateau et pouvoir être présent dans les concours du week-end, être bien mis en valeur, c'est sûr que c'est un plaisir, c'est une fierté aussi. On continue à ramer, on se concentre sur sa rame, on oublie les vagues. C'est pas signe de bon temps tout ça. C'est là qu'on sent vivre le bateau, avec des conditions comme ceci. Christian et son équipage ne craignent pas le coup de vent qui s'annonce. Pourtant, de véritables tempêtes peuvent démonter les eaux du lac. Pour secourir les naufragés, des sociétés de sauvetage se sont créées au fil du temps tout autour du Léman. Chacune possédait son canot à rame pour sauver les équipages en perdition. Voilà, on suit bien les nages. Aujourd'hui, les concours entre villages perpétuent la tradition. Oui. Ah bah moi je suis né dedans. Grâce à mon père, à mon grand-père, mon arrière-grand-père. Ils ont tous fait partie du sauvetage. Et puis voilà, je suis bien. Avec Eric, on a fait toutes les manifestations sportives du Tour de Lac depuis qu'on a 14 ans. Allez, bien ensemble. Surtout raccourcis pas, hein. Allez, on met la petite étincelle sur l'arrière. Rendons grâce à nos anciens d'avoir su conserver ce bateau, justement, parce que c'est ce qui permet aux jeunes de pouvoir se retrouver, s'exprimer ensemble et tout, quoi, voilà. C'est le nerf du village, on va dire, la société de sauvetage. On raccourcit pas. C'est là-bas, à Meillerie, au village des rochers, qu'à l'ombre de ces montagnes.
on s'applique facile. Là, on va être en appui tout de suite, hein. Avec ses 70 km de long et ses 14 de large, le Léman est une véritable mer intérieure. Une formidable ressource naturelle que les hommes ont toujours exploitée. Aujourd'hui encore, 50 pêcheurs de la rive française possèdent un permis professionnel et toute une économie repose sur les poissons du lac. Oui, c'est bien ce matin. Très bien. Christian a délaissé le canot à rame historique pour accompagner Jean Jacquier sur son bateau de pêche. Là, c'est la pêche qu'on appelle la pêche des pics. C'est la pêche pour la ferra. Voilà, ça c'est une ferra, ça. C'est un poisson qui est typique aux lacs alpins. Donc le Léman, le lac d'Annecy et le lac du Bourget. C'est un poisson qui a une chair fine. C'est un poisson qui commence à être connu hors des lacs alpins. Pas mal de Savoyards ont ouvert des restaurants dans les différentes régions de France et puis ils veulent faire connaître un peu leurs produits d'origine. Christian est négociant en poissons du lac et les eaux du Léman recèlent de nombreuses espèces. Ferrat, omble chevalier et perche, 800 tonnes sont pêchées ici tous les ans. Ah, Meillerie, c'est une grande histoire, l'histoire des pêcheurs. Et moi, je suis depuis 5 générations, le 5e. Ben, moi, j'ai appris la pêche avec mon père, avec mes oncles. Dans le temps, il n'y avait pas d'agriculture, donc on était soit pêcheurs, soit on travaillait aux carrières. Tiens, je te laisse travailler, Christian. Ouais. Moi, je suis baigné par le lac, hein, donc tout ce qui a trait au lac, ça fait partie de notre culture générale. Moule un peu, là, ouais, bon, c'est peut-être le départ. Ça... Quand ça moule, c'est une expression patois, ça veut dire qu'il y a moins de poissons, voilà. Plutôt que dire il y en a moins, on dit ça moule. Bon, malgré que des fois il y ait beaucoup de travail, on arrive toujours à regarder un petit moment de la beauté du lac. Quand on a les montagnes qui sortent, c'est magnifique. Ah, ça me plaît beaucoup, oui. Ça me plaît beaucoup. Ah, on est directement en contact avec la nature. C'est mon village. Avec l'église au sommet du village, c'est vrai que ça donne quelque chose de très pittoresque qu'on trouve nulle part ailleurs. Vous êtes dans l'eau et puis vous êtes en montagne tout de suite. Vous avez tous ces bois qui sont derrière. Je suis très amoureux de mon coin, oui. À la tête d'une petite entreprise familiale, Christian fournit en poissons restaurants et détaillants sur toute la rive française du lac. Ce lac, c'est l'essentiel de ma vie, c'est le pilier de ma vie, puisque je passe pas une journée sans être en contact avec le lac ou être dessus, quoi. J'ai fait pas mal de coins autour du monde. Honnêtement, on est dans les sites les plus beaux qu'on puisse trouver sur la planète, hein, parce que quand vous voyez les perspectives que vous avez actuellement sur le fond du lac, avec les montagnes qui se découpent dans le fond et tout, c'est grandiose, quoi. La tournée de Christian le conduit d'abord à Évian, la fameuse ville thermale des bords du Léman. Il livre ses poissons dans cet hôtel typique des années 30. Salut. Ah, bonjour Christian. Sébastien est le propriétaire des lieux. Ah, super. Il a su conserver le charme d'origine de son établissement. Un hôtel bâti sur le site même d'une des sources de la célèbre eau minérale. La source Graziella.
C'est l'or d'Évian, l'eau d'Évian. Cette eau est à l'origine, bien sûr, du thermalisme qui fit d'abord le succès d'Évian, parce que les gens venaient pour le thermalisme d'une part, je dirais presque de façon officielle, mais c'était avant tout une station mondaine où il fallait être vu, où il fallait rencontrer des gens. C'était un petit peu le Saint-Tropez avec moins de bling-bling de l'époque. Au début du XXe siècle, Évian se développe grâce à la commercialisation de son trésor naturel. À côté de la célèbre source Cachat est édifié un temple de l'eau, chef-d'œuvre de l'Art Nouveau pour accueillir le public. Un vaste établissement thermal est bâti en 1902 sur les quais flambant neufs du Léman. Villa Cossu, grands hôtels, théâtres et casinos, la ville gagne du terrain et devient entre les deux guerres un lieu de villégiature prisé des têtes couronnées de l'Europe entière. À 20 km plus à l'ouest, le village médiéval d'Ivoire, surnommé la Perle du Léman. Un des plus beaux villages de France. Un château des ducs de Savoie, partiellement détruit par les attaques genevoises et françaises au XVIe siècle, mais restauré par la famille d'Ivoire qui l'occupe depuis plus de 300 ans. C'est ici que Christian est attendu. T'as été aujourd'hui? Ouais, on a bricolé un peu, ça va. On dit toujours on bricole, on dit ouais. Ça va? Ok. Ça va? La famille de Jean-François Kung tient un restaurant sur le port d'Ivoire depuis 3 générations. Le poisson du lac, c'est la spécialité de la maison. Là, c'est écaillé, raide comme des bâtons. Ah, elles sont bien fraîches. Hein. J'ai cuisiné longtemps, mais maintenant, c'est mon gendre Christophe qui cuisine. Il sait mieux faire que moi maintenant, mais j'ai perdu l'habitude. Christophe? Viens, voilà, les verras. Allez, tu vas bien? Comme tous les poissons d'eau douce, la chair fragile de la ferra demande une préparation délicate. Comme tu veux, Christophe, ouais. Ça va, ça se prépare. Alors là, on voit bien la cuisson de la ferra, là. Vous voyez, là, c'est la partie qui est là-dessus, elle est encore crue. Autour, c'est cuit. Et tout d'un coup, quand ça va être à peine blanc dessus, vous voyez, là, c'est blanc. Quand ça va être à peine blanc dessus, là, il faut arrêter. Et là, la cuisson, elle est parfaite, hein, Christophe, t'es d'accord? Voilà, ça reste savoureux et c'est pas sec, en fait. Les femmes, nos grands-mères, les femmes faisaient beaucoup la cuisine dans le temps ici. Elles faisaient uniquement les ferras au four, cuits pendant 20 minutes. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs dont mon gendre, là, ont des cuisines nouvelles et qui sont plus appropriées aux poissons que ce qu'on faisait nous. Sur les eaux du Léman, de vieux gréements côtoient les bateaux modernes. À Évian, un groupe de passionnés s'est battu pendant des années pour financer et reconstruire un navire emblématique du lac. On est prêt à larguer les amarres. L'équipage fonctionne en association et recrute tous les ans de nouveaux membres. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Salut. Christian s'essaye aujourd'hui à la manœuvre. Et le capitaine qu'il retrouve à bord est une vieille connaissance. On est tous les deux membres de sauvetage au Léman et du bord du lac. Donc forcément... On a les mêmes gènes, je pense, qui doivent traîner. Ça doit bien se ressembler quelque part. Introduites sur le lac par les ducs de Savoie à des fins militaires, ces galères latines se sont transformées au fil du temps en embarcations de transport. Reconstruite en 2001,
La Savoie est une réplique de ces bateaux en bois de 35 mètres de long qui ont fait les beaux jours de la marine à voile sur le lac. On monte la voile en montant la drisse ici, la montanière donc en termes régionaux, avec une seule consigne, quoi qu'il arrive, on ne lâche jamais. Même si ça bloque, parce que s'il y en a 2 qui lâchent sur les 3 qui tirent, 2 qui lâchent, le 3e ne peut pas tenir, et là les doigts ça fume. Allez, on envoie. Michel, 1, 2, 3. Comme au siècle dernier, 5 hommes d'équipage sont mobilisés à la manœuvre. Voilà, c'est bien. Les impressions, super, là, cette découverte. Ah, c'est super. Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. Et ça doit faire 200 kilos. C'est bon, là? Ouais, c'est impressionnant. Hein. Notre but, c'est de faire connaître ce bateau, revivre un peu les barques à l'ancienne. Alors, ces barques étaient chargées entièrement sur le pont, en appuyant le chargement contre cette pièce ici, à peu près 1m30, 1m40 d'eau, sur la largeur du pont ou presque. On gardait simplement ce passage d'hommes sur le côté pour pouvoir faire les manœuvres dans les ports, parce qu'il ne faut pas oublier que ces barques n'étaient pas motorisées, et puis un passage au milieu pour les manœuvres. C'est pas si vieux que ça. Hein. Les anciens pêcheurs de Meillerie qu'on pourrait côtoyer éventuellement pendant les 80 ans, leurs pères ont travaillé sur les barques. Hein. Jusqu'à l'avènement du béton, les hommes extraient de la montagne de Meillerie la pierre qui sert à construire les villes comme Thonon, Évian ou Genève. Sur le port, 200 tonnes de pierre sont chargées sur chaque bateau. Un travail de forçat pour les ouvriers qui poussent des brouettes de 150 kg en équilibre sur des planches. La demande de pierre est énorme. En 1908, on dénombre 68 bateaux de ce type sur le lac. Mais l'apparition des grands bateaux en fer à moteur ruine cette batellerie et les barques en bois disparaissent presque totalement. Aujourd'hui, la Savoie existe grâce au dévouement des bénévoles qui ont imaginé sa reconstruction et qui la font naviguer régulièrement. La barre à tribord à fond. Voilà. Ah, c'est bon, là. C'est bien, c'est sympa, ça me fait découvrir un autre mode de navigation. C'est une autre approche, mais c'est une approche très intéressante. À refaire, on dirait. On a des cartes d'adhérents, il n'y a pas de problème. Je vais t'en prendre. Je te considère comme équipier pour la prochaine saison, même déjà pour la fin de la saison, si tu veux. C'est fédérateur, on voit des gens de tout milieu, de toute région qui viennent s'intégrer dans les équipages. Donc il faut croire que ce bateau, c'est une nécessité, qu'il fallait absolument le reconstruire.